Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 12 avril et nous sommes en direct et pendant 60 minutes, vous le savez, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Vous le savez, comme tous les soirs, vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir avec les invités qui ont accepté de me rejoindre sur le plateau. Latefa Chihabi, vous êtes secrétaire générale du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mohamed Bachiri, vous êtes directeur général de Renault Somaka. Et Tajdine Bennis, vous êtes président du collège Industrie de l'AMICA, l'association marocaine pour l'industrie et le commerce automobile. Et vous êtes directeur général de SNOP. Il y a à peine une dizaine d'années, auriez-vous cru quelqu'un qui vous aurait affirmé que le secteur automobile au Maroc deviendrait le premier secteur en termes d'exportation devant les phosphates? J'imagine que non. Aujourd'hui, c'est une réalité. En 2015, le secteur automobile a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 48 milliards de dirhams à l'export avec un objectif de 60 milliards en 2016. Vendredi dernier, une convention cadre a été signée entre Renault et l'État marocain portant sur un investissement de 10 milliards de dirhams relatif à la création de l'écosystème Renault. Objectif, augmenter le taux d'intégration de la filière. En d'autres termes, plus de pièces fabriquées localement, impliquant plus d'entreprises sous-traitantes et donc plus d'emplois. Quel avenir pour le secteur automobile au Maroc? Quel avantage présente notre pays pour les constructeurs mondiaux? Quel impact réel sur notre économie? Et enfin, dispose-t-on des compétences et de la technologie nécessaires pour faire face à nos ambitions? Industrie automobile, une success story, c'est le titre de l'émission de ce soir. Écosystème Renault, une plateforme mondiale d'approvisionnement et un générateur de 50 000 nouveaux emplois permanents. Vendredi dernier, 3 conventions ont été signées en présence du roi Mohamed VI. La première est une convention cadre relative à la mise en place de l'écosystème Renault. La deuxième convention s'intéresse au foncier industriel. La troisième est relative à la formation des cadres et à la formation professionnelle dans le secteur de l'automobile. À travers ce projet, Renault compte attirer des fournisseurs. Objectif, assurer une réelle progression du taux d'intégration du tissu automobile local. Il devrait atteindre 65%, soit le double du taux actuel. Cette orientation conforte la vision de la marque aux losanges. Renault veut faire du Maroc une base régionale importante avec une grande partie de la production destinée à l'export. Cette aspiration témoigne de la confiance accordée par Renault au Maroc, là où le groupe est implanté depuis 1928. En 1952, l'agence marocaine des automobiles Renault devient la Société marocaine des automobiles Renault. La présence de cette maison dans le royaume s'est renforcée depuis le début des années 2000. Mais 2012 a marqué l'histoire de la marque aux losanges au Maroc. C'était l'année de l'inauguration de l'usine Renault-Nissan Tanger. Bien, madame, messieurs, on va essayer de comprendre où nous étions et comment nous en sommes arrivés là, car c'est vrai que la première question que je pose, que j'ai l'habitude de poser, c'est est-ce qu'on aurait imaginé être aujourd'hui dans cette situation plutôt enviable, qui est d'avoir détrôné le secteur historique des phosphates en termes d'exportation. On va essayer de faire toute cette historique pour comprendre quels sont les atouts et surtout quel impact sur notre économie et surtout dans le futur. Mais avant, revenons à l'actualité. On a bien vu ce qui s'est passé vendredi avec une convention qui a été signée entre l'Alliance Renault-Nissan et l'État marocain pour créer un écosystème et renforcer un investissement. Merci pour l'invitation. Effectivement, donc vendredi dernier, l'industrie nationale et plus particulièrement l'industrie automobile a vécu donc un moment très fort puisque grâce à ce nouveau investissement donc de Renault, vous l'avez cité, donc 10 milliards de dirhams pour Renault et ses fournisseurs, permis d'apporter justement donc un point d'inflexion pour notre industrie. Effectivement, ça fait presque une décennie, donc l'automobile a été retenu comme métier mondial parmi les métiers mondiaux du Maroc, puisque déjà dans la stratégie émergence, donc nous l'avons retenu comme secteur stratégique.
Et puis, lorsque nous avons lancé le plan d'accélération industrielle en 2014, le secteur a été reconfirmé comme secteur stratégique parce que justement, il a atteint une maturité qui lui permet aujourd'hui donc d'être le fer de lance, l'un des fers de lance de notre industrie et qui permet aujourd'hui donc de donner de la visibilité au Maroc en tant que terre d'accueil donc des constructeurs mais également des équipementiers. Bachiri. Alors c'est vrai que j'aimerais qu'on revienne sur cet investissement. Alors c'est pas 10 millions de dirhams qui vont être insufflés, 10 milliards de dirhams qui vont être insufflés. C'est pour toute la filière. Hein. Ça va être injecté dans toute la chaîne de valeur, que ce soit les équipementiers ou dans les investissements en propre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à justement cet investissement? Merci tout d'abord pour l'invitation. Avant de répondre à cette question, j'aimerais bien rappeler un peu l'existence du groupe Renault Maroc au niveau national. Donc on est présent au Maroc depuis 1928. Donc il y a une longue histoire entre le Royaume du Maroc et le groupe Renault, à travers la filiale commerciale d'abord. En 1966, le groupe Renault a commencé à fabriquer des voitures Renault dans la Somaka. En 2007, en 2005, le groupe Renault rachète Somaka, qui devient une filiale du groupe à plein entière. En 2007, on a commencé à exporter les premiers véhicules du Maroc et ça, on a tendance à l'oublier. C'est bien avant l'arrivée du groupe de l'usine de Tanger. Et donc c'est parce qu'il y avait Somaka que ça a beaucoup aussi aidé à la mise en place de l'usine de Tanger. Et en 2007, il y a eu la signature de l'accord pour la mise en place de projet Renault-Nissan entre l'État marocain et le groupe Renault-Nissan. Et en 2012, on a créé le groupe, l'usine de Renault Tanger. Aujourd'hui, c'est à peu près plus de 6000 salariés. Et c'est une belle, direct, et c'est une très belle expérience et une très belle dynamique. Donc, c'est toute cette histoire aujourd'hui qui est concrétisée. Et aujourd'hui, on veut passer à une étape supérieure, c'est-à-dire le renforcement du tissu fournisseur, à travers la mise en place notamment de nouvelles technologies qui n'existent pas au Maroc, et leur industrialisation au Maroc, c'est ce qui est très important pour créer plus de valeur ajoutée. Deuxièmement, accompagner ces nouveaux fournisseurs qui vont arriver en termes de montée en compétences et de formation. C'est un vrai enjeu pour le Maroc et la performance, la compétitivité de ces fournisseurs. Et troisièmement, c'est la mise en place d'un plateau d'intégration locale dans lequel il y aura des équipes de l'ingénierie, des équipes des achats et des équipes de la logistique pour un peu accompagner ces futurs fournisseurs. Alors on reviendra bien sûr en détail sur toute la filière, parce que pour que les gens qui nous regardent comprennent bien qu'il y a l'usine, mais il y a aussi cet écosystème dont on parle dans beaucoup d'industries dont font partie les sous-traitants. Ça nous fait parler de croissance inclusive. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ça ne profite finalement qu'aux constructeurs ou est-ce que ça profite beaucoup à l'économie marocaine? Par rapport à cet investissement de 10 milliards de dirhams, vous les équipementiers, vous représentez les équipementiers au sein de l'AMICA, la branche industrielle, je le dis bien parce que dans l'AMICA il y a aussi tous les distributeurs. Vous représentez le collège industriel de l'AMICA et vous êtes vous-même un gros sous-traitant, excusez-moi, c'est l'entreprise, on est bien d'accord. Cet investissement-là, dans quelle mesure est-ce qu'il va concerner justement toute cette chaîne de valeur? Ce qu'il faut dire tout simplement, c'est que 10 milliards de dirhams, c'est relativement important. Et surtout, il faut noter le passage de pratiquement 35% d'intégration à 65% d'intégration locale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire l'arrivée de nouveaux métiers. Et on va doubler l'effet de Renault par rapport à 2012. Quand vous dites 35% d'intégration, ça veut dire que 35% des pièces sont produites localement et sont et équipent les voitures Renault. Exactement. Quand on sait en fait l'enjeu qu'a eu le projet Renault Tanger en 2012 avec l'arrivée d'une vingtaine de nouveaux équipementiers, de géants de l'industrie automobile, avec tout l'impact qu'il y a eu au niveau de la région de Tanger, mais aussi d'autres régions. Là, on est en train de doubler, je dirais, ce qui s'est passé en 2012. C'est énorme. Le point particulier, quand même, à noter, c'est que toutes les grosses pièces étaient installées, je dirais, en 2012, parce qu'il fallait avoir ces équipementiers de pièces qui ne voyagent pas, dans le jargon de l'industrie automobile, ont été installées en 2012. Et là, on est en train de s'attaquer à des pièces moins volumineuses, je dirais, avec beaucoup de technicité. Donc l'impact pour la chaîne de valeur de l'industrie automobile au Maroc, c'est énorme. Tout à fait. Je voudrais juste
rappeler quelques éléments de rappel parce que c'est important aussi qu'on inscrive le projet Renault dans le contexte global aujourd'hui de l'industrie. J'ai parlé tout à l'heure donc du plan d'accélération industrielle donc qui a été lancé en avril 2014 sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi, et je voudrais insister sur cette sollicitude de Sa Majesté parce que c'est une constance dans le temps, et donc ça permet de donner de la visibilité aux investisseurs. Et depuis le lancement donc de ce plan d'accélération industrielle qui s'est basé sur la nécessité de revisiter notre industrie nationale pour justement revoir comment la réorganiser en écosystème. Parce qu'on a parlé d'écosystème, et je crois que pour les téléspectateurs, il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on entend par écosystème. Parce qu'on peut avoir une entreprise, quelle que soit sa taille, il peut produire, créer de l'emploi, mais il peut être isolé dans son environnement immédiat. Aujourd'hui, nous parlons d'écosystème, à savoir, on regarde toute la chaîne de valeur et on essaie de voir quels sont les maillons qui nous manquent par écosystème pour aller les chercher, soit au niveau national, soit au niveau international. Et je voudrais, à cette occasion, donc rappeler que lorsqu'on a lancé le plan d'accélération industrielle, justement, l'industrie automobile a été le premier secteur qui a revisité sa stratégie pour s'inscrire dans cette logique. Et avec l'AMICA, nous avons travaillé d'arrache-pied, et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de souligner ce partenariat public-privé qui a été donc exprimé tout au long de l'exercice de construction que nous avons fait. Et nous avons identifié des écosystèmes classiques, tels que le câblage par exemple, mais on s'est dit qu'on a besoin de capacités supplémentaires, mais au-delà, de dire quelles sont les pièces qui nous manquent pour aller en profondeur et justement atteindre ce taux d'intégration. Et grâce à l'exercice que nous avons fait par exemple avec les câbleurs, nous avons constaté que la capacité du câblage installé permet d'aller chercher par exemple les connectiques. Et nous sommes partis démarcher l'un des grands mondiaux majeurs qui produit ça, et aujourd'hui il est installé à Tanger. Le même exercice, nous l'avons fait pour la batterie par exemple, pour l'intérieur du véhicule, et c'est ainsi que nous avons pu identifier un potentiel atteignable. Je dirais on va même l'atteindre bien avant la date limite de 2020, donc qui est l'horizon pour le PAI, où nous avons fixé donc des emplois de 90 000 emplois. Tu me corriges si Justine, puisqu'on a travaillé ensemble sur ça. Nous avons également fixé de doubler les exportations à horizon 2020 pour atteindre les 100 milliards de dirhams. Et c'est des choses, comme j'ai dit, atteignables. Et par rapport à ces écosystèmes sectoriels, nous avons travaillé avec notamment les constructeurs, donc nous avons assisté à l'écosystème Renault, mais n'oublions pas qu'en juin 2015, nous avons donc eu également une signature sous la présidence toujours de Sa Majesté le Roi, que le Dieu l'assiste, donc du projet Peugeot, donc qui vient consolider. Bien sûr, parce que on ne va pas parler que de Renault, mais c'est vrai parce que c'est un grand moment et c'est un grand tournant quand même, vu l'histoire du groupe au Maroc, et qui est intéressant. Beaucoup de questions à poser, parce que c'est vrai que dans une voiture, alors si je me trompe pas, ça peut aller jusqu'à combien, une dizaine de milliers de pièces, plus que ça? 2000, 3000 pièces. Ouais, ça dépend des modèles, mais bon, quand on va sur des modèles plus élaborés, c'est-à-dire qu'on voit le potentiel que ça peut représenter en termes de filière. Concrètement, pour la marque aux losanges, aujourd'hui, quelles sont les pièces qui sont fabriquées localement et quelles sont les marges de progression qu'on peut avoir? Ça nous permettra de parler de la technologie, du savoir-faire, des compétences, mais aujourd'hui, dans tous les modèles qui sont produits au Maroc, qui sont exportés, parce qu'ils sont exportés vers la France et vers l'Europe de l'Est, quelles sont les pièces qu'on fabrique, nous, au Maroc, et qu'on sait fabriquer, et pour lesquelles on a aujourd'hui un vrai savoir-faire? Je dois rappeler que le taux d'intégration locale aujourd'hui est de 40% entre Casa et Tanger sur les pièces, que la priorité du groupe Renault, c'était d'abord de démarrer l'usine de Tanger. Il ne faut pas qu'on l'oublie parce que c'était il y a 4 ans, et 4 ans dans l'industrie automobile, c'est peu de temps. Et le vrai enjeu, c'est le développement des compétences dans les métiers automobiles. À une date encore récente, le Maroc n'avait pas suffisamment de dispositifs de formation appropriés pour permettre qu'on ait des compétences marocaines formées dans l'industrie automobile. Et le vrai enjeu, c'est de monter en compétences pour faire des voitures de qualité de rang mondial. On parle de Made in Morocco. Et ça prend du temps. Aujourd'hui, on est dans une phase mature. Si on prend les usines de Somaka et de Tanger, en 2014, ils ont eu les meilleures progressions en termes de performance et de qualité au niveau worldwide, de l'Alliance Renault-Nissan. Et cette performance et cette compétitivité continuent de progresser d'année en année pour qu'on puisse être compétitif au niveau international.
Et aujourd'hui, l'objectif de cet écosystème de Renault, c'est d'intégrer de nouvelles pièces ou de nouvelles technologies qui n'existent pas au Maroc pour développer ce savoir-faire localement. Et on a comme engagement d'avoir un taux d'intégration de 65% à l'horizon 2023 et une cible en termes de chiffre d'affaires, d'achat de pièces pour nos deux usines marocaines ou pour les usines de l'Alliance Renault-Nissan de 20 milliards de dirhams à l'horizon 2023. Donc c'est des engagements très forts et l'industrie automobile, je le rappelle, comme j'ai dit en introduction, est intimement liée au groupe Renault. Et donc c'est un travail de fond qu'on a mis en place, qui continue et qu'on doit encore accompagner. Mais bon, ça crée l'émulation quand même. Hein. C'est ce qu'on disait, il n'y a pas que Renault, il y en aura d'autres qui arrivent. Et justement, l'objectif du Maroc, c'est aussi d'en attirer d'autres. Quelles sont, je reviens à ma question, merci pour ces précisions, mais les pièces aujourd'hui qui sont fabriquées au Maroc, concrètement, au niveau des sous-traitants? Est-ce qu'on est que dans le textile, dans le câblage, dans les tuyaux d'échappement? Est-ce qu'on est sur des choses qui ont plus de technicité? Loin de moi l'idée de dénigrer ou de rabaisser, mais il y a quand même, j'imagine, dans les équipements, il y a des pièces essentielles, des organes essentiels des voitures, et puis il y a tout ce qui est, je sais pas comment vous appelez ça au niveau du secteur automobile, pièces d'ornement annexes qui demandent peut-être moins de normes. Et ce qu'il faut rappeler, c'est historiquement, deux métiers étaient développés au Maroc, c'est le câblage et le textile, coiffe de siège. L'arrivée de Renault était un point important parce que Renault a attiré avec ses équipementiers dans de nouveaux métiers. Je parle de l'emboutissage, je parle de tout ce qui est système de climatisation, tout ce qui est injection plastique et je dirais, et j'en oublie. Et ça, c'était un point fondamental parce que pour la première fois, on avait une vingtaine de multinationales qui s'installaient au Maroc pour, je dirais, dans des usines qui sortent de terre. Et il fallait effectivement implanter ces usines et surtout pouvoir obtenir une production de qualité et avec un facteur très important qui est la compétitivité. Ça, c'est un point important. La compétitivité parce que... Et la qualité. Bien sûr, de toute façon, la qualité, c'est le point de départ. Je veux dire, la compétitivité, c'est un point fondamental parce qu'il ne suffit pas d'avoir une usine, par exemple, si je prends l'emboutissage, qui va emboutir des pièces, et il faut aussi s'approvisionner à des prix intéressants au niveau des intrants de cette usine. Dans l'emboutissage, la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est l'acier. Donc, si on paie l'acier plus cher que d'autres équipementiers en Espagne, ou en Turquie ou d'entrée de jeu, on est pénalisé. Donc l'enjeu pour nous, c'était de développer le tissu d'approvisionnement autour de nous. C'est la notion d'écosystème pour qu'on puisse être compétitif. Et sur ce sujet-là, par exemple, je rappelle que deux points ont été identifiés dans l'écosystème emboutissage, c'est la matière et les outils. La matière, avec le support de Renault, nous sommes en train de valider Maghreb Steel pour commencer à... Et là, ça va nous donner une compétitivité importante pour pouvoir espérer avoir des marchés en dehors du Maroc. Et puis le deuxième point, les outillages. Les outillages, nous venons d'annoncer la mise en place d'une filiale d'outillage au Maroc. C'est un petit peu ce travail-là qui va renforcer, je dirais, chaque écosystème dans son métier pour être compétitif. Si vous permettez juste, je veux rebondir sur les chiffres que Sébastien a rappelé. Il a parlé de 20 milliards de sourcing. C'est 3 fois ce que Renault fait maintenant. D'accord ? Donc c'est pour un peu mesurer l'ampleur, parce que des chiffres en absolu ne veulent rien dire. C'est le taux d'intégration, on a parlé d'un doublement de taux d'intégration. Je crois que c'est le plus important. Lorsqu'on parle de taux d'intégration, bien sûr, il y a les emplois, sur lesquels peut-être on reviendrait plus tard. Mais ce taux d'intégration, il se construit dans le temps. Parce que plus vous êtes intégré, plus vous avez d'abord les équipementiers rang 1 qui livrent directement le constructeur, mais derrière eux, c'est les rangs 2 qui sont surtout des PME, puis les rangs 3 et ainsi de suite. Donc on descend jusqu'à la chaîne de valeur. Donc par rapport peut-être, moi je me rappelle lorsqu'on a fait l'exercice des écosystèmes, on découvre des choses aberrantes. Je vous donne l'exemple par exemple pour l'intérieur de l'automobile, où on a constaté qu'on importait l'éponge, donc de l'air.
Oui. On pouvait l'accepter lorsqu'on avait des milliers de voitures, mais avoir 400 000 voitures, et c'est des choses qui pouvaient être fabriquées à Casablanca chez un producteur national. Donc voilà un peu aujourd'hui l'exercice que nous faisons lorsqu'on analyse toute la chaîne de valeur et on constate que des pièces par ici, des pièces par là peuvent être soit fabriquées localement, soit on identifie donc des IDE avec la technologie appropriée, et c'est là où le rôle de l'État intervient à travers ses démembrements, que ce soit l'agence pour la promotion donc des investissements, pour aller identifier cet investisseur, essayer de le faire venir. Et là aussi, on fait jouer tous les leviers que nous avons mis en place pour accompagner donc cette nouvelle stratégie sur laquelle on reviendra en termes d'accompagnement. Qu'est-ce qui fait venir concrètement, je vais vous poser la question concrète, un grand groupe comme Renault ici, et qu'est-ce qui va faire venir d'autres grands groupes aujourd'hui? Là, on parle de politique, c'est qu'il y a un moment où on prend des engagements de part et d'autre. J'imagine que du niveau de l'État marocain, le taux d'intégration, c'est un levier, c'est quand même un ticket de négociation qui est extrêmement important pour donner autre chose à ces constructeurs. C'est quoi le deal? C'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi? Ce sont des incitations fiscales, ce sont à part les infrastructures qui sont mises à disposition, on a vu le projet pharaonique de Tangemed qui a été monté en un temps record et qui est là et qui prouve la dynamique du Maroc et sa capacité à mettre des infrastructures, notamment pour l'export. Mais comment Renault s'y retrouve et comment d'autres constructeurs s'y retrouvent? Je dirais d'abord qu'il y a un partenariat qui est très fort entre l'État marocain et le groupe Renault qui existe depuis très très longtemps. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, c'est les infrastructures dont vous avez parlé, notamment le port de Tangemed, les autoroutes aussi. Et pour moi, l'un des facteurs les plus importants, c'est les ressources humaines et la compétence. Donc on est un pays jeune, il y a de la compétence, il y a l'engagement. Et on le voit au quotidien avec le projet Renault Tanger qui a même pas 4 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, l'usine de Tanger est parmi les meilleures usines du groupe Renault en termes de performance. Et cette performance, ce sont les ressources humaines internes qui l'attirent. C'est rien d'autre. Donc c'est ça. Moi, je pense que la clé de réussite, c'est les ressources humaines. Bien sûr, il y a les incitations du gouvernement marocain, mais il y a la proximité aussi avec l'Europe, avec les marchés européens. Mais je pense que c'est d'abord les ressources humaines qui font la différence. Alors, Carlos Ghosn, justement, vendredi dernier, mettait un point sur la compétitivité, vous venez d'en parler, avec un différentiel de compétitivité, je vais y arriver, qui va d'entre 15 à 25% par rapport à d'autres pays comme la Russie, comme l'Inde, comme la Turquie, comme la Roumanie, où Renault a des usines. Alors là, ça met le point focal sur également les ressources humaines. Comment on remplit ce gap de compétitivité ? Écoutez, peut-être juste rappeler aussi la construction que nous avons faite lors de la mise en place de ces écosystèmes, parce que c'est un travail de fourmi que nous avons réalisé avec l'AMICA. Et l'un des outputs sur lequel donc, on était intransigeant, c'est de dire quelles sont les ressources humaines dont on a besoin d'ici 2020 pour atteindre justement tous les engagements que nous avons pris. Et ce travail nous a permis d'avoir une cartographie par écosystème pour savoir combien d'ingénieurs nous avons besoin, combien de techniciens spécialisés. Nous avons même poussé l'analyse jusqu'à dire par région et par année. Et ça devient un cahier de charge que nous mettons à la disposition, bien sûr, des instituts de formation. Je rappelle que le secteur, bien sûr, bénéficie des instituts de formation tels que l'Office de la formation professionnelle, les écoles d'ingénieurs, mais nous avons également des instituts juste à côté justement spécialisés. Au sein de l'IMT, voilà. C'est des instituts, au sein de l'usine. Oui, c'est des instituts spécialisés à Tanger, à Kenitra, à Casablanca, et qui apportent le plus en termes de formation, soit à l'embauche, soit en termes de formation continue. Donc c'est un volet sur lequel nous sommes très regardants. Et d'ailleurs, moi je crois que là aussi, l'une des vertus de ce travail, c'est que nous donnons de la visibilité aujourd'hui en termes d'orientation des jeunes, en termes des écoles. D'ailleurs, nous avons un travail très rapproché avec le ministère de l'Enseignement supérieur, surtout les écoles d'ingénieurs et autres, pour justement aider à l'orientation de ces jeunes ingénieurs, parce que c'est dommage qu'aujourd'hui nous avons les investisseurs donc, qui se poussent pour venir au Maroc et on va leur dire écoutez, on n'a pas la capacité de vous fournir les ressources humaines dont vous avez besoin. Donc c'est un challenge
qui est regardé et qui est très bien suivi par le ministère de l'Industrie. Au niveau des Si vous équipementiers, permettez, oui, je vous en prie. par rapport au volet ressources humaines, dans une autre vie, j'avais la casquette ressources humaines, toujours chez Oui. le groupe Renault, donc c'était, je suis le premier Marocain à avoir travaillé sur le projet Renault Tanger. Et donc avec les équipes, on a mis en place une vraie politique ressources humaines. Et au-delà des moyens financiers qui ont été mis en place pour cet investissement colossal, au-delà du savoir-faire aussi de l'entreprise en interne, la clé de la réussite, ce qui a fait que Renault Tanger a démarré dans les délais, c'est l'Institut de formation au métier de l'industrie automobile, l'IFMIA, et c'est un bel exemple du partenariat public-privé. Donc c'est financé par l'État marocain, mais à disposition de Renault pour répondre d'abord à ses propres besoins, dans un premier temps. Et donc, Dieu sait le nombre d'heures de formation qu'on a mis en place pour les 6 000 salariés. Pour un ouvrier, c'est 3 mois de formation. Et après, on a ouvert cet institut de formation à nos fournisseurs pour monter aussi en compétence leurs collaborateurs. Vous bénéficiez, vous, en tant qu'équipementier, en tant que fournisseur, justement de la formation de ces ressources humaines? Oui, je dirais l'IFMIA, je rappelle qu'il y en a 4 au Maroc. Donc il y en a à Casablanca, à Kenitra qui est en train de démarrer. L'IFMIA de Renault à Tanger, que une bonne partie des équipementiers utilisent pour la formation continue. Nous-mêmes, nous sommes clients de l'IFMIA de Tanger. C'est des instituts intéressants parce que ils sont pas là pour faire de la formation initiale, ils sont là pour faire de la formation continue et des choses spécifiques. Au métier de l'automobile, qu'on n'a pas forcément dans des écoles d'ingénieurs ou dans des instituts, standards. Et ce qui est intéressant, c'est... Excusez-moi, je vous coupe, est-ce qu'il n'y a pas un danger, je me fais l'avocat du diable, à spécialiser à outrance? Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a aujourd'hui des profils qui vont être très spécialisés dans une chaîne de montage, qui vont être formés spécialement pour être sur un atelier spécifique. Justement, c'est tout l'intérêt des IFMIA. Oui. Il y a l'OFPPT dont sont issus 85% de nos salariés et honnêtement, nous en sommes très satisfaits. Nous en sommes très satisfaits et là, on a la formation standard académique de base. Et ce qui est intéressant, c'est que les IFPIA ne viennent pas en concurrence avec l'OFPPT, c'est un complément de choses spécifiques. Le parcours de 2 ans qu'un technicien va passer à l'OFPPT, il va passer 3 semaines à l'IFMIA, justement pour avoir la couleur automobile. Donc on n'est pas en train de parler de spécialisation, au contraire, on est en train de dire, de rajouter un complément de formation. Donc sur la spécialisation, si on veut des voitures de qualité mondiale, et c'est ça l'enjeu du Maroc et du groupe Renault aussi, c'est le Made in Morocco, il faut qu'on le développe. On exporte vers 21 pays. 25% de la fabrication faite par l'usine de Tanger et de Sonaca, ça va dans 21 pays. Et donc c'est très important. Donc si on veut que le Made in Morocco se développe, il faut la compétence au poste de travail. Et cette compétence demande la répétabilité et demande l'exigence et le respect des standards internes par rapport au poste de travail. Donc la notion du temps, elle est fondamentale en termes d'apprentissage, parce que dès que l'opérateur ou le technicien est sur son poste de travail, il faut absolument que l'opération soit faite d'une façon qualitative. Et la somme de toutes les opérations fait que le Made in Morocco est vraiment bien perçu par l'ensemble des clients au niveau international. Donc c'est ça l'enjeu important de développement de compétences, c'est ça. Et je me rappelle très bien, il y a quelques années avant l'IFMIA, nous n'avions pas suffisamment de ressources formées dans l'industrie automobile. Pour votre information, par exemple, avant la création de l'IFMIA en 2009, on a envoyé 450 salariés de Tanger en France se former dans les usines françaises, chez Renault, pour apprendre le métier. En parallèle, l'IFMIA était en train de voir le jour. Et ça a nécessité beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement de Renault pour un peu former tous ces gens dont la durée de formation était entre 6 mois et 18 mois de formation dans les usines françaises. Alors au niveau des équipementiers, est-ce que, on a ces grands constructeurs qui s'installent, mais est-ce qu'il y a possibilité pour eux de trouver des marchés à l'export? Parce que est-ce qu'on va bénéficier de ces grands donneurs d'ordre qui vont installer
toutes ces normes, ces niveaux de qualité, et que ça puisse servir après à créer une vraie industrie de la sous-traitance qui puisse s'exporter ailleurs. Est-ce que vous avez développé des marchés à l'étranger? Justement, la première phase, c'était de réussir le démarrage et livrer nos clients dans les délais avec le niveau de compétitivité, je dirais, requise, de telle manière à valider notre implantation industrielle. Effectivement, maintenant, l'enjeu pour nous, c'est de travailler sur la compétitivité. Vous avez parlé je dirais, de 15-20%, qui s'explique facilement. Parce que quand on décortique, je dirais, le coût de revient au sein d'un équipementier, on va trouver à peu près 50% de la matière première. Quand on parle de matière première, c'est des sous-ensembles qu'on va acheter. On parle de 30% qui sont de l'amortissement des frais, je dirais, de fonctionnement. On parle d'une masse salariale aux alentours de 10% et on parle de frais logistiques de 10%. Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est le pavé de 50 plus 30, c'est-à-dire 80% du prix de revient, c'est l'optimiser. Et aujourd'hui, c'est là le travail au sein des écosystèmes. Ça veut dire tous ces 80% du prix de revient, on travaille dessus de telle manière à installer des sous-traitants autour de nous pour pouvoir nous livrer, je dirais, ces composants dont, je dirais, dans les prix standards pour être compétitifs par rapport à des pays comme la Turquie, des pays comme la Hongrie ou, je dirais, des pays de l'Est. Parce que c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, l'industrie automobile est un équipementier. Nous avons tous des usines dans plusieurs continents. On est en train de parler, par exemple, si je prends Delphi, je dirais, il est de la taille d'un constructeur. Delphi au Mexique, il a 33 usines au Mexique. Aujourd'hui, il en a 4 au Maroc. C'est-à-dire qu'il y a du potentiel. Mais c'est important qu'autour de Delphi, qu'il y ait la connectique, Mme Chiabi a cité tout à l'heure, ça c'est un point fondamental, de telle manière à ce que la constitution de son prix de revient soit optimisée. Et là, on est en mesure de rattraper je dirais, cet écart de compétitivité. Alors, ça pose la question en termes d'emploi, en termes d'impact sur l'économie réelle, en termes de valeur ajoutée, parce que c'est vrai, c'est bien beau d'être devant les phosphates, mais il faut aussi qu'en termes de valeur ajoutée, on est encore loin derrière les phosphates. On fait une petite pause, on revient juste après. Industrie automobile, Success Story, c'est le titre de l'émission de ce soir si vous venez nous rejoindre sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. Alors, c'est vrai qu'on va se poser la question sur l'avenir, bien sûr, sur les autres composantes de l'offre Maroc. On a parlé de compétitivité, on a parlé de ressources humaines, mais aussi quels sont les atouts pour que d'autres projets arrivent. Vous avez parlé de Peugeot, de PSA, d'autres projets sont dans le pipe. Je ne sais pas s'il y a d'autres négociations qui se font dans les coulisses. Je ne sais pas si vous pouvez nous en donner quelques-uns, mais enfin on verra. On verra. Mais en tout cas, sous l'œil bienveillant de Sibacheri de la Somaka, on regarde un sujet de Manal Akhdari. Une offre de valeur attractive et compétitive, c'est ce qui explique les flux d'investissement de grands constructeurs automobiles au Maroc. Pour la deuxième année consécutive, l'automobile est le premier secteur exportateur de l'économie marocaine, avec près de 48,6 milliards de dirhams en 2015, une hausse de 22,7% par rapport à 2014. Selon un rapport sur le secteur de l'automobile au Maroc publié en septembre 2015, le ministère de l'économie et des finances prévoit un meilleur positionnement à l'échelle mondiale dans quelques années. Le Maroc devient le deuxième producteur de véhicules en Afrique après l'Afrique du Sud, avec une part de marché avoisinant les 35% en 2014 contre seulement 5% en 2003. L'automobile est l'un des secteurs moteurs de l'industrie nationale avec plus de 152 entreprises. Elles sont réparties principalement sur 3 villes, Tanger, Casablanca et Kenitra. En revanche, le positionnement du Maroc par rapport à la demande mondiale est plus ou moins faible. Le Royaume se classe 4e des pays africains après l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie. Pour rester compétitif, le ministère de l'économie et des finances souligne les défis à relever. D'abord une intégration industrielle remodelée, une logistique performante et une diversification des marchés à l'export. À l'échelle mondiale, l'industrie automobile occupe la 6e place des activités économiques. Le chiffre d'affaires annuel est de 2000 milliards d'euros. À l'horizon 2020, le taux de croissance estimé serait de 5% et c'est le développement du parc automobile dans les pays émergents qui devrait soutenir la croissance.
Alors, j'ai Mohamed sur Facebook qui nous dit l'industrie automobile aura un impact positif sur le PIB et sur la création d'emplois, mais la répercussion sur les prix est remise en question. Alors, avant qu'on parle du marché local, parce que c'est vrai que c'est aussi une question qui est importante, puisqu'on a un parc qui a tendance à se renouveler. Le parc automobile a, en 10 ans, je pense, quasiment doublé. Et c'est vrai que c'est une vraie question à se poser sur le marché local. Mais avant, l'impact sur les emplois. On a des objectifs en termes d'emploi d'ici quelques années. Alors que ça soit au niveau des usines elles-mêmes ou au niveau des équipementiers. Ça représente quoi aujourd'hui? Et surtout dans la stratification des emplois. Parce que ça va nous poser la question, on sait bien que la Chine est devenue l'atelier du monde, le niveau de vie a augmenté, et est-ce qu'on ne va pas être confronté à un moment donné, justement pour des questions de compétitivité, de coût de la main-d'œuvre, à un moment donné que certains constructeurs se disent « Oula, c'est devenu trop cher, on va aller ailleurs ». Mais écoutez, moi je crois que l'un des objectifs principaux de notre stratégie industrielle, donc le PAI, c'est justement de créer 500 000 emplois à horizon 2020. Lorsqu'on a annoncé ce chiffre-là, les gens étaient un peu... Oui, donc, vous avez regardé avec des grands yeux. Avec des grands yeux, mais nous sommes en train justement d'aller sûrement vers cet objectif, puisque rien que pour l'automobile, puisqu'on est dans l'automobile, mais on pourra parler dans d'autres, je dirais, émissions sur les autres secteurs, nous avons fixé 90 000 emplois, mais je peux vous assurer que nous allons les dépasser. Ces emplois, donc c'est des emplois qui sont pérennes, aussi bien au niveau du constructeur, au niveau des équipementiers, au niveau de la PME, parce que c'est très important de parler aujourd'hui de l'impact de l'installation de Renault, de l'installation des équipementiers Ron 1 sur le tissu des PME au Maroc. Parce que c'est très important de s'assurer que le développement que nous visons est un développement inclusif qui permet justement d'accompagner donc notre jeunesse donc, qui est à la recherche de ces emplois-là. Donc l'emploi, bien sûr, plus vous avez des emplois qualifiés, plus le coût peut être atténué. Et donc aujourd'hui, la Chine, vous l'avez dit, donc est en train, donc c'est une décision, je dirais, du gouvernement chinois de donner du pouvoir d'achat. Nous en sommes heureux puisque ça nous permet donc de reprendre donc une position par rapport à ces industriels, mais il n'y a pas que le coût de la main-d'œuvre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, n'oublions pas que le Maroc, donc par rapport à la région, c'est un pays qui quand même jouit d'une stabilité. Moi, je crois que si vous posez une question aux investisseurs étrangers directs, ils vous parlent d'abord de la stabilité politique, économique, sociale aujourd'hui. Je crois que ce sont des vertus sur lesquelles nous devons insister énormément. La position... sociale, ça doit y contribuer aussi, parce que on est dans le concept de croissance inclusive. Oui, bien sûr. Il faut que ça permette de tirer les choses bien vers le haut. sûr. Et donc, je parlais aussi de cette position géographique. Moi, je crois que le Maroc est l'un des rares pays qui dispose donc de pratiquement, je ne sais pas combien d'accords de libre-échange qui couvrent 51 pays. C'est dire qu'aujourd'hui, donc, tout l'intérêt de venir produire au Maroc, parce que ça vous permet d'exporter, donc, en dehors des droits de douane, en dehors de toute taxe, vers ces 51 pays aujourd'hui, que ce soit en Europe, pays arabes, Turquie, en Afrique. Et puis, les ressources humaines, nous en avons donc parlé. Je crois que c'est un aspect fondamental sur lequel aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes très regardants parce qu'il faudrait qu'on soit à la hauteur aujourd'hui donc des attentes de ces investisseurs qui ont fait, bien sûr, confiance au Maroc. Donc, quel type de compétences? Parce que je me pose toujours la question, on a eu la question quand on parlait d'offshoring, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pour le Maroc en termes de compétences? Est-ce qu'on va rester sur est-ce que par exemple les postes de management, c'est-à-dire les postes à haute valeur ajoutée, les postes de responsabilité, que ce soit au sein des usines, que ce soit au sein des équipementiers, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'on a encore aujourd'hui beaucoup d'encadrement étranger que ce soit au niveau de vos usines ou que ce soit au niveau des grosses PME équipementières? Si je prends le cas du groupe Renault au Maroc, d'abord pour répondre à votre question, en termes de chiffre d'affaires, en 2014, on était entreprise numéro 5. On est aujourd'hui 9600 salariés. Ça va dépasser les 10 000 dans quelques mois avec la montée en cadence de troisième équipe, que ce soit à Casablanca ou à Tanger. En 2015, on a produit 288 000 véhicules. Cette année, on doit produire à peu près 340 000 véhicules, donc plus 16% par rapport à 2015. 95% de la production, j'ai dit tout à l'heure, c'est à l'export.
Et si je prends le taux de marocanisation au niveau du groupe Renault Maroc, on est à 99,5% de Marocains. Et donc je reviens aussi à la dimension ressources humaines, c'est que si je prends le cas de Tanger, c'est bien avant le démarrage de l'usine de Tanger, on a recruté des Marocains qui allaient remplacer les expatriés qui venaient pendant une durée de 2, 3 ans, 4 ans. Et donc les expatriés, quand ils étaient là, ils ont déjà trouvé les Marocains, je parle des niveaux de comité de direction. Ils ont trouvé leur adjoint, ils les ont accompagnés et maintenant on a pratiquement un comité de direction qui est pratiquement marocain, sauf pour que quelques postes, que ce soit à Casablanca. Si je prends le cas de Somaka, j'ai 3 expatriés sur 2000 salariés. Et donc on est en entreprise internationale, on doit accepter aussi cette expatriation parce que c'est ça l'échange dans les deux sens. Et si je prends, par exemple... Ça, c'est pas une obligation qui a été demandée dans les négociations. C'est-à-dire que ça, c'est une démarche qui vient d'entreprise. Est-ce que ça sera le cas? Est-ce qu'on peut être... Est-ce que pour être sûr que ça sera le cas, par exemple, pour PSA ou les autres constructeurs qui arrivent? Certainement. Moi, peut-être, Sébastien, il a parlé du groupe Renault, mais je peux vous assurer que pour les grands équipementiers, aujourd'hui, qui sont installés au Maroc, c'est la même chose. Je voudrais aussi souligner que le plus grand employeur privé au Maroc, c'est un équipementier. Il a 8 usines, 18 000 emplois, la plupart des Marocains. Donc, et ça va, je dirais, du technicien jusqu'au top management. Donc, je crois qu'on doit être fier de nos ressources humaines, on doit être fier de notre système de formation et surtout de cet encadrement, donc, et de cette formation continue qui est aujourd'hui donc au cœur du dispositif de montée en compétences. Je rajouterai une chose par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 4 multinationales qui emploient plus de 10 000 personnes. Et ces 4 multinationales, à leur tête, c'est des Marocains. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, il faut rappeler que plus de 90% des dirigeants des multinationales installées au Maroc, ce sont des Marocains. Et c'est des Marocains qui ont évolué, notamment au sein de ces structures, parce que nous avons affaire à des grandes multinationales structurées pour travailler à l'international. Et avec des systèmes de formation, avec des standards qui leur permettent justement rapidement, de compléter tout leur management en local, et ça c'est fondamental. Peut-être aussi, juste une précision, on a eu l'occasion d'échanger sur ça. Lorsque vous rentrez dans une multinationale, qui soit au Maroc ou dans un autre pays, c'est les mêmes valeurs, c'est la même organisation. Et donc aujourd'hui, le fait qu'on ait ces multinationales qui sont à leur 8e site, d'autres à leur 6e site, et nous avons dans le pipe des projets d'investissement donc, qui vont être annoncés, ça veut tout dire. Ça veut dire que les ressources humaines au Maroc sont très performantes. Peut-être aussi souligner qu'on a parlé bien sûr de la Somaka pendant les années 60. Je crois que cette montée en maturité et qui va nous faire parvenir, j'espère, donc dans les prochaines années, d'ailleurs c'est un engagement avec l'autre constructeur, c'est que nous allons avoir un centre de recherche et développement. Nous avons déjà des centres de recherche et développement. Vous me faites la transition, là, tout à fait. Alors, on sait très bien que notre parent pauvre, c'est la recherche et le développement. L'innovation. Comment, justement, bon, alors vous me parlez d'un institut, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde vers l'avenir, pour regarder vers l'avenir, il faut parler innovation. C'est-à-dire, est-ce qu'on va rester, est-ce que notre ambition, c'est de rester, encore une fois, sans dénigrer, de produire des pièces qui sont essentielles, sans se dire, à un moment donné, peut-être qu'il faut améliorer la technologie, s'accaparer, ou alors ce transfert de technologie, est-ce qu'il se fait? Est-ce qu'on sera capable, à un moment donné, peut-être de l'améliorer, de créer, d'innover? Pour devenir à un moment donné, je ne sais pas, peut-être que j'imagine, peut-être constructeur automobile, 100% marocain, j'en sais rien, avec toutes ces technologies, à partir du moment où on aura su assembler toutes les pièces du puzzle. Alors, je dirais là, par exemple, il y a des métiers qui sont plus matures que d'autres. Dans le cas du câblage, aujourd'hui, il y a des bureaux d'études qui font la conception du câblage, des grands bureaux d'études qui sont installés. Tous les tests de validation de câblage sont faits au Maroc. Et c'est une question qu'on s'est posée. Justement, quand on a eu les enjeux au niveau des écosystèmes, comment on va atteindre ces enjeux? Et la partie validation et centre d'études et d'essais est ressortie comme élément clé pour le développement de cette industrie. Donc de ce fait-là, il y a un travail intéressant qui a été fait, qui était de recenser tous les besoins en termes de validation et d'études au sein de tous les équipementiers. Une synthèse a été faite conjointement avec les équipes du ministère de l'Industrie, et on est sorti avec un cahier des charges clair qui définit les moyens que nous allons installer
pour justement faire en sorte que tous les équipementiers, dans leur délai de développement de produits, qu'ils n'aient pas besoin, une fois qu'ils arrivent au moment de la validation, d'envoyer des pièces à 5 000, 6 000 km avec les délais et les impacts coûts. Donc aujourd'hui, nous sommes en cours de mettre en route, je dirais, ce centre d'études et d'essais et de développement. Et puis peut-être pour compléter, comme j'ai dit, avec le deuxième constructeur, et je crois même notre premier constructeur, la question de la recherche et le développement est au cœur aujourd'hui donc de la compétitivité. Et donc nous aurons un centre de recherche et développement avec 1500 ingénieurs. Donc c'est un engagement ferme de PSA, donc bien sûr qui va être lancé. Ce serait une première, ça. Ben oui, parce que le secteur aussi a atteint cette maturité. C'est Oui. pour ça que j'ai dit aujourd'hui, l'émulation elle est là et je suis certaine qu'avec le groupe Renault, c'est de la réflexion qui est en cours. N'oublions pas que ces centres de recherche et développement, nous les avons aussi pour le secteur de l'aéronautique. Ça veut dire que lorsque vous arrivez à une maturité, à une taille critique, c'est des choses qui s'imposent par eux-mêmes. Donc nous avons besoin de métiers basiques, mais nous avons besoin aussi de ces métiers-là qui ne peuvent se développer que dans le sillage d'un grand constructeur, donc tel que Renault ou PSA et d'autres. Alors, on parle d'émulation, mais bon, l'innovation, elle est au cœur de l'industrie automobile. S'il y a bien un secteur dans lequel il y a innovation, il y a qu'à aller au Salon de Genève tous les ans pour voir tous les types d'innovations qu'il peut y avoir, notamment avec toute l'électronique embarquée qu'il y a aujourd'hui, avec la voiture connectée, avec la voiture électrique. On parlera d'ailleurs environnement parce qu'on est à l'aube de la COP22 et c'est vrai que l'environnement c'est extrêmement important, on va pouvoir en parler, mais c'est quand même chasse gardée. Il y a un moment donné, vous constructeurs, votre capacité d'innovation, votre technologie, vous n'allez pas la transférer comme ça. Parce que, bon, on parle d'émulation, c'est-à-dire comment on va en profiter. Je pose la question, nous, Marocains, encore une fois, comment on peut profiter de ne pas rater le coche pour insuffler de manière claire cet élan d'innovation, cette mentalité d'innovation, cette culture d'innovation qui nous manque cruellement. Vous n'allez pas me contredire là-dessus. Alors, justement, aujourd'hui, tous les composants que le constructeur achète sont développés chez ces équipementiers. Et ces équipementiers, du fait, je dirais, de leur internationalisation, sont aussi, se posent un certain nombre, la question, quand il y a la maturité, de localiser une partie de cette, je dirais, de ces études. Et aujourd'hui, j'ai parlé du cas du câblage, mais il y a d'autres équipementiers qui sont en train de lancer la réflexion. Alors, il faut citer un avantage très important que nous avons, c'est que contrairement, par exemple, à des pays comme la Chine ou la Corée, aujourd'hui au Maroc, nous parlons bien sûr le français, l'anglais, l'espagnol. Et ça, c'est un atout en termes d'échange, de communication très important. Il faudrait qu'on les parle mieux. Hein. Oui, mais il y a des choses qui se développent chez beaucoup d'équipementiers aujourd'hui. La langue de travail, c'est l'anglais. C'est l'anglais technique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. Juste peut-être par rapport à cette recherche, innovation, développement, c'est vrai que le constructeur ne va pas la sous-traiter en direct. Il peut créer un centre qui relève de lui, comme il peut, par exemple, faire venir déjà un centre existant. Mais le plus important, ce sont ces ressources humaines, parce que contrairement peut-être au câblage où nous avons des techniciens spécialisés, lorsqu'on parle de recherche, développement, c'est des ingénieurs. Et bien sûr, le coût salarial aussi fera la différence, puisque les coûts des ingénieurs marocains sont nettement inférieurs. Il y a aussi un autre volet, je m'attendais à ce que vous le posiez, c'est que le Maroc va entrer donc avec le deuxième constructeur dans le cercle très fermé des pays qui fabriquent le moteur. Et je crois que c'est une première qui va nous permettre justement de monter en compétences et qui va permettre d'apporter de nouvelles technologies, de nouveaux métiers. Et je crois que c'est un aspect aussi, c'est pour ça qu'on insiste sur ce point d'inflexion que l'industrie là, on va devenir pointu, là. C'est carrément un point de rupture. C'est powertrain, hein, vous pouvez dire. Oui, powertrain, c'est le moteur et la transmission. Mais comme j'ai dit, c'est une évolution. Il fallait commencer par ce taux d'intégration, d'assemblage, de CKD, et puis monter doucement. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, si on a fait une comparaison et une analyse entre les pays donc, qui ont fait ce parcours, je peux vous assurer que le Maroc
il va faire je dirais ce saut qualitatif en 14 ans. Moi, on l'a comparé à des pays comme la Turquie, à des pays comme la Malaisie. Ces pays-là, ils l'ont fait en 19 ans, 18 ans. Donc la vitesse de rattrapage pour le Maroc, il est très rapide parce que justement, nous tirons profit des technologies donc des pays qui nous ont devancés et donc les perspectives sont très prometteuses par rapport justement à cette montée en gamme. C'est vrai qu'arriver à fabriquer des moteurs, là, c'est la question que je pose au début, c'est-à-dire que voilà, on n'est plus à faire, encore une fois, je dénigre pas, le câblage demande de la technologie, mais il y a quand même une grande différence de compétences entre faire des coiffes pour le textile intérieur et faire des moteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrivera à faire des moteurs, à construire des moteurs au Maroc, c'est quoi? C'est montrer la confiance que pourront avoir les constructeurs dans la technicité marocaine? Je pense qu'il faut aller dans l'industrie automobile et il faut aller par étapes, ce qui est très important. Si je prends le cas de mon entreprise, la priorité c'était de démarrer l'usine. Aujourd'hui, on est le seul à avoir démarré, le seul constructeur. Deuxièmement, c'est de monter en compétence les équipes pour faire du Made in Morocco. C'est très important. Et troisièmement, c'est atteindre un niveau de maturité de l'usine en termes de performance et de qualité. Quatrièmement, il faut remplir l'usine en termes de capacitaire. Et après, on verra, step by step. Donc l'étape suivante, c'est celle qu'on est en train de vivre en ce moment avec l'écosystème de Renault. Et je rappelle que vendredi dernier, on a fait une réunion à l'intérieur de l'usine avec 250 fournisseurs locaux et internationaux pour leur expliquer c'est quoi l'écosystème Renault avec le ministère de l'Industrie. Visiter le port de Tanger Med, visiter aussi le centre de formation de l'IFMIA. Et c'est ça cette prochaine étape. Et il faut aller étape par étape en termes de maturité pour ne pas griller des étapes. C'est très important. Et si je reviens sur l'ingénierie, nous avons des grandes équipes d'ingénierie Renault qui sont basées à Tanger et à Casablanca, qui sont aujourd'hui très compétentes, qui travaillent sur les produits qu'on fabrique aujourd'hui, que ce soit à Casablanca, à Tanger, mais qui travaillent aussi sur le produit qu'on va fabriquer à moyen terme. Et ils travaillent en étroite collaboration avec le groupe. Et c'est ce transfert de compétences et de savoir-faire, ça se fait naturellement et normalement entre les équipes locales et les équipes centrales. Donc c'est très important la notion du temps. Et l'expérience m'a appris, parce que j'ai vécu 1 an et demi en expatriation en Espagne chez Renault. Et donc j'ai vu un peu la différence entre notre mode de fonctionnement global, culturel avec nos amis espagnols. Il ne faut pas griller les étapes, c'est très important, il faut aller étape par étape. Et je pense qu'on est sur un très bon chemin. Il faut rester concentré et je crois que l'avenir est tout grand devant nous et d'autres personnes. Alors justement, comment on accompagne, vous parliez de PME, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va prendre des mesures d'accompagnement qui sont au-delà de la formation, on en a largement parlé, d'incitation fiscale par exemple, d'accompagnement réel pour faciliter l'entrée de nouvelles PME dans cet écosystème, parce qu'on va en avoir besoin. Aujourd'hui, on a combien d'équipementiers dans cette chaîne de valeur? Il y a à peu près 170 équipementiers au total. Et j'imagine qu'il y a une marge de progression. On s'attend à ce que de nouvelles entreprises soient créées. Au-delà des emplois, il faut des entreprises. Et est-ce qu'il y a des systèmes de soutien? Est-ce qu'on parlait d'innovation? À quand? Est-ce qu'on va penser à un crédit d'impôt sur l'innovation, sur la recherche? Est-ce qu'on pense à tous ces mécanismes-là? Tout à l'heure, j'ai parlé donc du lancement du pacte, du plan d'accélération industrielle. Donc, lorsqu'on a lancé ce plan-là, il a été accompagné d'un certain nombre de mesures. Ces mesures, justement, portent sur ces facteurs de compétitivité. Je vous donne quelques exemples. Donc, on a mis en place le fonds de développement industriel. Donc, c'est la première fois que l'industrie se dote d'un fonds dédié, donc de 20 milliards de dirhams, qui est destiné justement à apporter un soutien aux entreprises qui sont inscrites dans ces écosystèmes. C'est des aides, donc, d'appui à l'investissement. Nous avons également des programmes d'accompagnement pour l'amélioration de la compétitivité des PME. Mes amis parleront mieux que moi pour que vous soyez listé shortlisté sur la liste donc des fournisseurs. Vous devez être capable de fournir la pièce dans des standards de qualité, dans des délais et dans des coûts. Et donc par rapport à ça, il y a des référentiels
Et le Maroc a mis en place des programmes. Nous avons l'agence d'appui à la PME qui apporte des soutiens et qui peut financer jusqu'à 80% de l'expertise technique dont a besoin la PME pour atteindre justement ces référentiels que Renault exige, que les équipementiers exigent. Donc des appuis à l'investissement, des appuis à la formation, des appuis à l'amélioration de la compétitivité, à côté bien sûr de tout l'effort que nous sommes en train de faire pour le foncier industriel, parce que vous avez vu qu'on a signé des conventions. Dans les conventions, il y a 3 conventions. Première sur l'investissement et sur le foncier. Et donc là, le point de rupture aussi que nous avons amené, c'est justement de permettre à ces PME, à ces équipementiers de pouvoir trouver du foncier locatif, parce que l'investisseur n'a pas vocation à acheter donc ni les terrains ni les bâtiments. Donc aujourd'hui, il y a une offre locative. Et l'État accompagne justement également dans la prise en charge de ce coût du foncier. Donc voilà un peu les incitations. Bien sûr, si vous êtes en zone franche, il y a des incitations fiscales que le régime de la zone franche donc, donne à ces PME, à ces équipementiers qui s'installent au Maroc. C'est suffisant, c'est bon. Je dirais qu'il y a toutes ces incitations, toutes ces mesures d'accompagnement en fait, qui sont faites d'une manière étudiée. En fait, ça n'a pas été, je dirais, mis en place comme ça. Ça répond à une bonne partie des attentes de ces PME. L'autre partie qui est importante, c'est l'accompagnement de tous ces équipementiers vis-à-vis de leurs sous-traitants. Nous avons besoin de cette chaîne de sous-traitance. Donc, comme Renault a fait venir ses équipementiers pour les installer au Maroc, nous sommes en train de faire la même chose. Nous-mêmes, nous incitons nos fournisseurs à venir s'installer à côté de nous, soit par la création de nouvelles entreprises ou par des JV ou des collaborations, et nous travaillons pour accompagner ces entreprises. Une expérience qui a été lancée l'année dernière lors de la deuxième édition de sous-traitance, c'est que nous nous sommes dit, chaque multinationale va prendre une très petite entreprise de la région de Tanger et va l'accompagner pour lui amener un minimum de savoir sur la culture automobile, sur comment on chiffre, comment on réalise, c'est quoi les exigences, et faire en sorte que cette très petite entreprise puisse évoluer jusqu'au moment où faire des prestations qui répondent aux exigences. En ce moment, on la présente à d'autres équipementiers et on est en train de passer d'une très petite entreprise à une PME qui est structurée. Est-ce qu'on a des succès? Je sais qu'il y en a, parce qu'on avait ensemble assisté à plusieurs événements, des success stories de PME, qui étaient des petites PME finalement, même quasiment un homme et qui a su grandir grâce à l'industrie automobile. Alors, à deux niveaux. Il y a les équipementiers d'abord. Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Les équipementiers, on a des champions quand même nationaux. Aujourd'hui, on a Toyota, on a Induver, on a Socafix, qui aujourd'hui livre directement à des constructeurs. Mais on a aussi effectivement cette expérience où on va présenter le bilan à la prochaine édition du salon de sous-traitance la semaine prochaine. C'est des très petites entreprises. La pépinière, en fait la pépinière des très petites entreprises installées à Tanger, c'est tout simplement un espace où des très petites entreprises, des jeunes qui sont partis avec des idées, lancer un petit projet et aujourd'hui ils commencent à travailler avec ces multinationales par rapport à toutes les exigences et toutes les contraintes que peuvent apporter les cahiers des charges. À quand une voiture 100%? On arrive aux dernières minutes de l'émission. Je vous pose, le titre de l'émission, c'était Success Story. Si je vous pose la question, Success Story, industrie automobile? Bien sûr, nous en sommes fiers. Oui. Donc il faut développer. À quand une automobile 100% marocaine? Est-ce que c'est possible? Elle est déjà marocaine. Non mais bon, conception, tout, de A à Z. Est-ce que ça sera marque marocaine? Est-ce que un jour ça sera possible? Bon, on peut parler de la Laraki. Bon, on est dans quelque chose de bien spécifique. Non mais est-ce qu'on peut imaginer un jour, je sais pas, rêvons, puisqu'on voit dans quel vous m'avez prouvé jusqu'à aujourd'hui, puis en arrivant justement au powertrain, on voit qu'on pourra à un moment donné construire des moteurs. Écoutez, ça sera possible ou pas? Moi, je vous dis, aujourd'hui, la voiture, elle est presque marocaine. Nous avons un taux d'intégration cible de 80%. Si c'est pour faire une voiture marocaine en série limitée, on le fait déjà.
mais je crois qu'on a besoin d'un grand marché. Et moi, pour moi, c'est ramener des constructeurs qui ont déjà un marché et que la voiture soit à 100% fabriquée au Maroc. Ça, c'est votre rôle. Hop, je vous demande à vous. Je dirais, Mme Chiabi a bien résumé la situation. En fait, quand on arrive à un taux d'intégration de 80%, c'est une voiture 100% marocaine. Je rappelle qu'aujourd'hui, Mercedes achète des moteurs à Renault. Il n'existe pas un constructeur qui fabrique 100%. Il n'existe pas un constructeur avec une étiquette d'un pays. Les constructeurs sont à l'international. Le plus important, c'est qu'il y ait la création de la valeur, la création d'emplois, du savoir et de la valeur ajoutée. C'est de ça qu'on parle. Et aujourd'hui, avec le plan d'accélération industrielle, nous sommes sur la voie de réaliser tous ces objectifs. Alors, on n'a pas répondu à une question. C'est vrai que tout à l'heure, Mohamed, sur Twitter, nous posait la question sur la répercussion sur les prix. On parle du marché local. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant le cas de Renault. Est-ce qu'il y a une vraie répercussion sur les prix sur le marché local? Si je prends la marque Dacia qui est fabriquée aussi bien à Somaka qu'à Tanger, la Logan représente, c'est la première voiture vendue au Maroc, c'est 28% des parts de marché. Et s'il est premier au Maroc depuis 10 ans, ça veut dire que le rapport qualité-prix et accessibilité est extraordinaire. Donc c'est de là dont on parle. Et ici, c'est de là dont on parle. Et cette voiture, elle est marocaine aujourd'hui. Au-delà du capital qui peut être international, sa couleur est internationale, mais elle est faite par des ressources marocaines et c'est ça la fierté. C'est qu'on a réussi à produire des voitures pour le Maroc et pour l'international par des ressources marocaines. Alors, Yassine nous dit l'usine Renault seule ne peut pas développer l'industrie automobile au Maroc. On est bien d'accord, on a besoin d'autres investissements. Donc, qu'est-ce qui arrive ? Mais écoutez, il a fallu bien qu'on ait un premier constructeur. Donc, d'ailleurs, on le remercie parce qu'il a pris le risque de venir au Maroc à un moment où la base arrière donc, de sous-traitants n'était pas très développée. Le deuxième est arrivé un peu plus facilement et je crois que le troisième, le quatrième viendra. Moi, je crois que le défi aujourd'hui que nous avons, c'est justement de pouvoir attirer d'autres constructeurs. Deuxièmement, de développer cette base de sourcing, parce que n'oublions pas que le Maroc, c'est pas uniquement les constructeurs qui nous intéressent, mais c'est aussi d'être capable de livrer donc les pays voisins. On a pratiquement une capacité, si j'ai bonne mémoire, de 2,3 millions de véhicules qui sont fabriqués donc en Espagne, au Portugal. Donc si nous développons une base de sourcing compétitif, je crois que là aussi, c'est des emplois en plus, c'est de l'export en plus, et donc une balance commerciale qui est équilibrée. Nous avons cette montée en capacité et en compétence, et je crois qu'avec le centre que nous allons mettre en place à Tanger, donc ça va permettre de faire cette montée en qualité de nos ressources humaines, et puis aussi cette expertise locale. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes très fiers de voir que les ingénieurs marocains sont très demandés et qui sont capables de diriger donc comme des gens adultes donc les usines de constructeurs, les équipementiers, les PME, et donc c'est toute cette dynamique sur laquelle donc nous travaillons dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais public-public également. En voiture, voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir sur Média TV pour mieux comprendre. Je suis désolé, je suis obligé de rendre l'antenne. C'est une excellente soirée sur Média TV. La rediffusion à 22h40 comme tous les soirs. Si vous nous avez pris en route, et je vous dis à demain. Portez-vous bien.